aux États-Unis. Il n'a pas baissé du tout. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Enfin, il faut être quand même assez ahurissant de bêtises pour croire que quand vous allez racheter des obligues émis par le Trésor, par la Fed, ça va faire baisser le chômage américain. Faut être demeuré pour penser ça. Les marchés sont demeurés, Olivier de la Marche? Oui, alors là, totalement. Les intervenants, vous travaillez sur les marchés? Oui, je travaille sur les marchés et je suis consterné par la bêtise des marchés. Vous avez l'impression de jouer à l'extérieur chaque jour, donc chaque jour dans votre gestion ça me gêne pas parce que de toute façon, il va là où les indices vont là où ils doivent aller. Au bout d'un moment, ça n'est que reculer pour mieux sauter. Bon, la question c'est le timing. Est-ce que vous êtes dans le bon timing? Mais vous savez, le bon timing, en 2011, on s'est fichu de ma tête pendant 6 mois parce que en 2011, le marché a monté pendant 6 mois. Après, on s'est moins marré tout de même. Hein, à partir du mois de juillet et août, c'était moins la rigolade dans les... Hein, voilà, donc c'est une question de temps, c'est pas grave. Le rappel à l'ordre et les certitudes d'Olivier de la Marche. Voilà, donc excusez-moi pour les coupures multiples. Donc voilà le point de vue donc, de Olivier de la Marche. Alors, on va aller voir les nouvelles du côté des Américains. Avec MarketWatch.com, voir un peu ce qu'ils canalisent l'attention. Alors que là, on avait retesté la résistance oblique baissière. Donc du canal de correction donc baissier que l'on a à court terme, à contresens de la dynamique haussière que l'on a depuis hier. Donc tout de même bien au-dessus du point pivot du jour, donc toujours dans un élan haussier. On a retesté la R1 sur laquelle on a rebondi pour le moment. Si on parvient à casser cette zone de résistance oblique baissière, on devrait pouvoir repartir à la hausse dans le canal haussier moyen court terme, tracé en rouge, donc on verra ce qu'il en est. Alors sur MarketWatch, donc les taureaux, la baisse que l'on avait eue, donc taureaux, il faut comprendre les acheteurs. Alors les marchés futurs US marquent une solide hausse juste avant l'ouverture, motivée par les constructions de maisons neuves et la production en mars. Les investisseurs ont aussi un avant-goût de... alors, je sais pas ce qu'ils entendent par Sleeve of Quarterly Earning Reports. Alors, il y a l'Argentine qui nationalise une compagnie espagnole, a priori, de pétrole. J'ai pas bien compris, en tout cas, il y a des tensions. Alors ça parle du pétrole, je vais aller jeter un coup d'œil justement au pétrole que l'on a ici. Donc voilà le Sweet Crude Oil en M1 qui est vraiment haussier. Aujourd'hui on est sur un bel élan haussier sur le pétrole, donc un actif à risque par excellence. Donc on se reprend bien de ce côté-là. 104 $ le baril de brut. Du côté des marchés actions, ici le Dow Jones on est haut également. Le DAX on est dans un élan haussier sur la journée. S&P, on est quasiment sur les plus hauts. Et le CAC 40, on est également dans un élan haussier. Donc les actifs à risque se portent plutôt bien aujourd'hui. Donc tant mieux pour nous, et on verra si ça se poursuit. Donc si on a eu simplement une phase de rebond, et si les acheteurs sont capables de reprendre en main le marché, de casser cette zone de résistance oblique très court terme, pour reprendre l'élan que l'on a démarré ces dernières heures, derniers jours, sur euro-dollar. Attention, plusieurs zones de résistance au-dessus, pointe autant de zones de si on parvient à la franchir, au-dessus on aura la zone de résistance oblique baissière long terme qui a fait ses preuves à de nombreuses reprises, qui a été testée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et les 4 fois les vendeurs ont repoussé l'assaut haussier à son contact, donc ce sera une zone importante. Moins 22 € sur l'ensemble des positions ouvertes, ce qui est tout à fait acceptable. Alors je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct les résultats du compte en cliquant sur le lien résultats sur le bandeau gris au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. On est actuellement à plus 26,19% et ces derniers jours se sont bien passés. On a plus 5,27% ce mois-ci
plus 1,59%, donc ça c'était hier. Et donc là on voit pas mal de positions ouvertes sur euro-dollar. Un micro lot ouvert sur l'or. Pour moi ça se passe moyennement. Par contre si les acheteurs se décident à reprendre en main le marché, si la tendance de fond reprenait cet après-midi, sachant que les probabilités sont dans l'autre sens, étant donné qu'on est dans le sens de la dynamique, donc c'est toujours plus simple de marcher dans le sens de la foule que contre cette dernière, on aura encore une journée profitable. En revanche, si on corrige et qu'on vient casser donc le support oblique haussier traçant en rouge, je serai susceptible de couper l'ensemble de mes positions sur euro-dollar. On verra ce qu'il en est. Alors, on va aller regarder et chercher toujours l'information à droite, à gauche. Alors, certains pensent que une stratégie de baisse de l'euro serait intéressante pour stimuler la France et l'Europe du Sud. On va écouter ce point fondamental réalisé par Xerfi. On écoute ça tout de suite alors que là on reteste la résistance oblique baissière court terme. Je vous alerte s'il y a des gros mouvements sur Eurodoll. Chacun sait que dans les trimestres et les années qui viennent, des pays comme la France et bien sûr les pays de l'Europe du Sud vont devoir redresser vigoureusement leurs comptes publics. Tout le monde a en tête le fameux traité dit de la règle d'or qui n'est pas encore ratifié mais qui est déjà présigné par les gouvernements européens. Et ce traité et vigoureux des comptes publics. Donc je pense que d'une façon ou d'une autre, l'Europe du Sud et la France, sous toutes sortes de pressions européennes, pression des marchés, pression de Bruxelles, pression de l'Allemagne, vont devoir faire un redressement de leurs comptes publics. Ça m'amène à envisager avec vous la question de la politique d'accompagnement de cette restriction nécessaire et inévitable dans les finances publiques des pays de l'Europe du Sud et de la France. On a trop souvent oublié en Europe, en zone euro, que pour réussir un redressement effectif des finances publiques, il faut mener une politique d'accompagnement. Il faut soutenir la croissance au moment même où on exerce la restriction budgétaire ou l'austérité budgétaire. De ce point de vue-là, il y a un exemple, une comparaison qui est intéressante à faire, c'est la comparaison entre ce qui se passe au Royaume-Uni et ce qui se passe en Espagne. Dans l'un et l'autre pays, ont été prises des mesures de restriction budgétaire extrêmement significatives, extrêmement vigoureuses, mais il y a une différence, c'est qu'en Angleterre, la Banque centrale a réussi à faire baisser l'ensemble des taux d'intérêt courts et longs à un très bas niveau, et qu'elle a par ailleurs réussi à faire baisser le cours du sterling contre la plupart des monnaies, tandis qu'en Espagne, l'Espagne reste avec une monnaie, l'euro, qui reste beaucoup trop chère, et en matière de taux d'intérêt, comme vous le savez, l'Espagne bénéficie de taux courts très bas, mais n'a pas eu la capacité, comme l'Angleterre, de tirer ces taux longs plus bas du fait qu'il y a désormais une certaine défiance dans les marchés à l'égard de l'Espagne. Le résultat, on le voit, en Angleterre, on frôle la récession. On a eu un mauvais chiffre de PIB au 4e trimestre 2011, mais par contre, l'exercice de restriction budgétaire est efficace, c'est-à-dire que les mesures de restriction budgétaire, du fait qu'on ne fait que frôler la récession, aboutissent à une stabilisation du déficit public sur un recul du déficit public sur PIB et à une stagnation du ratio dette publique sur PIB, ce qui est déjà très favorable.
Tandis qu'en Espagne, du fait qu'il n'y a pas eu cet accompagnement par les taux d'intérêt et par le cours de change, eh bien, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les mesures d'austérité qui sont prises ont une première conséquence immense, c'est de creuser un peu plus la récession en Espagne. Ce creusement de la récession, inévitablement, aboutit à une déception sur l'efficacité des mesures de restriction budgétaire qui sont prises. Le déficit budgétaire, on a vu, avait énormément déçu, a énormément déçu en 2011. Et quant au ratio dette publique sur PIB, il se détériore puisque le déficit public reste très important en proportion du PIB et la récession tire le PIB vers le bas, ce qui fait qu'au total, le ratio dette publique sur PIB évolue de façon très décevante. La leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que s'il s'agit, dans les trimestres qui viennent, de poursuivre, dans le cas de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal, une politique d'ajustement budgétaire très importante, s'il s'agit en France, en Belgique, en Autriche, à leur tour, de prendre le même type de politique, il faut absolument, si on ne veut pas avoir la déception quant au résultat final sur les finances publiques des pays considérés, il faut absolument se poser la question de la politique d'accompagnement. Cette politique d'accompagnement, elle est de deux ordres possibles, les taux d'intérêt ou le cours de change. Les taux d'intérêt, il faut reconnaître que la BCE a déjà beaucoup donné et qu'elle n'a plus grand-chose à donner. Les taux d'intérêt court terme sont extrêmement bas, 0,5%, et les rendements longs, la BCE a fait déjà beaucoup pour les tirer vers le bas en dépit de pressions de marché qui étaient présentes pour les pousser vers le haut, en particulier les rendements de 10 ans italiens, espagnols, portugais. Donc la vraie marge de manœuvre qui subsiste pour l'Europe, c'est de jouer sur le cours de change. Et là, par contre, il y a une marge de manœuvre qui est considérable. Puisque on est toujours autour de 1,33 $ pour un euro, alors que le cours de change parité de pouvoir d'achat serait de 1,15 $ pour un euro, selon la Banque mondiale, le FMI et l'ONU. De la même façon, indirectement, on a un cours euro-yuan qui est à 8,35 quand normalement on devrait être à 4,50. Donc vous voyez le gap entre le cours euro-yuan qui est pratiqué et celui qui, selon les manuels, devrait être pratiqué. Donc il y a une marge de manœuvre au niveau du change. Cette marge de manœuvre, d'autres pays d'ailleurs l'ont utilisée à bon escient. Le Royaume-Uni, ça lui a réussi de déprécier sa monnaie. Mais également, vous avez sans doute en tête le fait que la Suisse et le Japon, qui pourtant sont des pays excédentaires en commerce extérieur, sont intervenus avec succès pour empêcher leur monnaie de s'apprécier et même, in fine, pour réussir à déprécier leur monnaie. Également d'autres pays, la Corée, le Brésil, l'Inde également, tous ces pays-là se sont opposés à une appréciation et ont réussi une dépréciation de leur monnaie parce qu'ils sont très conscients que la croissance et la croissance du PIB et l'évolution de leurs finances publiques sont très dépendants du cours de change. Donc, mon idée, c'est qu'il est essentiel de réussir rapidement une dépréciation de l'euro, d'opérer et de réussir une dépréciation de l'euro. Et en même temps, il s'agit, c'est une opération qui est bien entendu opportune parce qu'elle est, à mon avis, même indispensable. Mais en même temps, c'est quelque chose de légitime puisque, comme je viens de le dire, l'euro est la monnaie la plus chère au monde. L'euro qui est beaucoup trop cher contre le dollar, alors que le dollar est déjà lui-même beaucoup trop cher contre le yuan, l'euro est la monnaie la plus chère au monde. Et donc, il y a toute légitimité pour les autorités européennes à tirer l'euro vers le bas de façon, encore une fois, à faciliter le redressement effectif des finances publiques des pays européens qui sont les plus mal positionnés en cette matière. Alors, la question c'est comment réussir à faire baisser l'euro? Eh bien, la réponse, elle est que la BCE, tout d'abord, cesse de rester passive sur la question du cours de l'euro.
Vous avez un excellent exemple, c'est ce qui s'est passé entre juillet et décembre 2011. Entre juillet et décembre 2011, une adversité formidable s'accumulait dans le ciel européen et beaucoup de fonds spéculatifs américains, britanniques et même européens, voyant s'accumuler ces adversités, on déduisait qu'il y avait des paris à prendre pour une baisse de l'euro en conséquence de l'adversité qui s'accumulait. Eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les positions effectivement s'amplifier sur la bourse de Chicago qui tient les comptes des positions spéculatives baissières et haussières. Il a été remarqué et quantifié qu'il y avait des positions fortement baissières qui se mettaient en place. Quand des positions fortement baissières se mettent en place, en général, c'est autoréalisateur. C'est-à-dire que quand vous avez tous les hedge funds qui accumulent des positions baissières sur l'euro, en général, aurait dû reculer. Et il n'a pas reculé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reculé? Parce qu'il y a un acteur énorme qui s'est mis en face de tous ces fonds spéculatifs occidentaux pour empêcher que la baisse de l'euro se concrétise. Et cet acteur, vous l'aurez deviné, c'est l'État chinois qui a 4 900 milliards de dollars de réserves de change. Et il suffit à cet acteur de transformer une partie de ces dollars en euros pour empêcher l'euro de reculer. L'euro est donc resté stable autour de 1,33 pendant tout le deuxième semestre et encore maintenant, en dépit de ce que les fondamentaux, comme on dit couramment sur les marchés, en dépit de ce que les fondamentaux auraient dû faire baisser l'euro. Madame Merkel, qui dirige l'Allemagne, a été jusqu'à remercier la Chine d'avoir soutenu l'euro dans toute cette période. Je pense que c'est déraisonnable de remercier la Chine d'avoir fait ça. Il aurait été beaucoup plus conséquent, au contraire, de la part de la BCE, d'amplifier le mouvement de recul de l'euro contre dollar qui venait spontanément sur les marchés et de décourager la Chine de faire obstruction à cet ajustement indispensable de l'euro à la baisse. Donc, ma conclusion, c'est que il faut que la BCE sorte de cette passivité. Alors bien sûr, on va me rétorquer que c'est le traité de Maastricht qui a donné tout pouvoir à la BCE pour exercer la politique de change qu'elle estime souhaitable. En réalité, c'est complètement l'opposé. Le traité de Maastricht, à la lettre, dit que ce sont les gouvernements qui doivent orienter la politique de change et la BCE doit, en quelque sorte, prendre ses consignes en matière de change auprès de ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est-à-dire l'instance intergouvernementale au niveau de la zone euro. Et à l'évidence, l'Eurogroupe devrait être, s'il était conséquent dans son objectif de rétablissement effectif des finances publiques, devrait être favorable à une telle dépréciation de l'euro. Et l'Eurogroupe, à ce moment-là, donnerait les consignes à la BCE de saisir toute occasion, voire de créer des occasions pour que l'euro recule significativement et durablement contre le dollar et indirectement contre le yuan. Je rajouterai juste que ce qui s'est passé en 1999, c'est qu'il y a en quelque sorte, en 1999, il y avait un vide du pouvoir. Il n'y avait pas une instance gouvernementale au sein de la zone euro. La création de l'Eurogroupe est venue seulement beaucoup plus tard. Ce qui fait qu'en 1999, il y a eu comme une sorte de coup d'État au sein de la zone euro pris par la BCE. La BCE, prenant acte qu'il n'y avait pas d'instance gouvernementale, a dit « je m'institue Monsieur Euro », comme disaient M. Duesenberg et M. Trichet, c'est moi Monsieur Euro. Mais depuis lors, l'Eurogroupe s'est mis en place, l'Eurogroupe fonctionne, l'Eurogroupe est une véritable instance de concertation politique au sein de la zone euro, et cet Eurogroupe devrait normalement convenir que pour faciliter le redressement de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, une baisse de l'euro est nécessaire, et donc cet Eurogroupe, très normalement, devrait donner la consigne à la BCE de jouer la baisse de l'euro et de sortir d'un euro qui est la monnaie la plus chère au monde. Je rappellerai que cet exercice, la BNS, qui est la Banque nationale suisse, qui est donc une banque centrale qui a une large autonomie en Suisse, mais qui, dans certains cas, accepte de prendre en compte
le point de vue du gouvernement suisse. Quand le gouvernement suisse a considéré qu'il y avait péril pour l'économie suisse à une trop forte appréciation de l'euro, il a donné des consignes à la BNS. La BNS est intervenue massivement. Beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs ont cru que les interventions massives de la BNS ne réussiraient pas. Eh bien, il s'est avéré tout le contraire, c'est-à-dire que la BNS a prouvé que s'il y a une volonté politique relayée par la Banque centrale d'organiser une dépréciation de la monnaie, c'est quelque chose qui reste accessible. Voilà. Donc, je voulais terminer là-dessus. Je pense qu'il y a encore, même s'il est très difficile pour les Européens de surmonter l'énorme adversité à laquelle ils font face actuellement, il y a une énorme marge de manœuvre qui est disponible, c'est cette dépréciation de l'euro. C'est seulement une question de volonté politique pour y parvenir, mais j'espère que cette volonté politique finira par survenir et prévaloir. Voilà, merci. Donc voilà le point fondamental baissier donc de la part de cette personne qui est donc Alain Brunet, donc pour Xerfi. Alors il y avait William qui est parti. Donc qui voulait parler de ses niveaux. Alors, il y a ananas. Alors je comprends pas trop le délire des gens là, casse-noisette, ananas, etc. Bon bref, je vais pas insister, on en a déjà parlé. Alors vers 20 h la hausse était terminée, mais je comprends Fab. Oui, après, moi, quand je suis plus devant mon écran, j'aime avoir le moins de positions ouvertes possible. Alors 15 h on a eu des chiffres importants, donc les taux d'intérêt canadiens. Ça a impacté à la baisse le dollar face au dollar canadien. Peut-être une partie de l'explication de la hausse en cours de l'euro face au dollar. En tout cas, ça joue dans notre sens, tant mieux. On tend à vouloir casser la résistance oblique baissière court terme et à partir dans le canal haussier moyen court terme, donc traçant en rouge sur le graphe. On a retracé jusqu'à 61 points quasiment dernier mouvement. Les acheteurs semblent revenir. On attend une confirmation de cette cassure. Ça pourrait être intéressant à observer. Voilà, quand tu fermes, c'est plus tranquille le port de position overnight. J'en ai des positions overnight, notamment l'or. Ça fait depuis le 27 mars que ça court sur l'or. Maintenant, c'est vrai que sur l'or, pour le moment, il n'y a pas grand mouvement. Depuis plusieurs jours, on est vraiment dans un range. Avoir 0,01 lot, donc un micro lot sur l'or à l'achat, ça me dérange pas. C'est une prise de position qui reste, et une prise de risque surtout qui reste maîtrisée et maîtrisable. C'est rare que je laisse courir plus d'un micro lot en overnight, donc j'essaye d'être raisonnable par rapport à ce que je laisse courir pour être tranquille, mais aussi parce que j'aime faire progresser le capital au fur et à mesure. Et quand on laisse courir trop longtemps des positions, qu'on n'accepte pas ses pertes, etc., finalement le compte... J'aime couper les trades, l'idéal c'est en gain, mais également prendre les pertes régulièrement, pour être franc au niveau de l'évolution du compte. Voilà, les quelques raisons. Donc ça on avait vu. Cassage disait tu ne sais pas de quoi tu parles, so please mute. Alors de quoi tu parles, casse-noisette? Et Travaux qui nous dit tu prends pas de position en CFD CAC. Non, et Travaux pas en ce moment. Pas de position en CFD. J'avoue que je trade essentiellement l'euro-dollar et à moyen terme l'or. Alors là sur l'euro-dollar on voit qu'on a eu juste les ombres qui sont passées au-dessus. Donc la cassure est invalidée pour le moment. Donc c'est plutôt signal de force vendeuse. Alors de cela possible, soit effectivement on corrige, ça veut dire que les vendeurs ont clairement plein le marché, que les acheteurs ont échoué dans la cassure, soit derrière on a un gros élan haussier. Et donc on vient, après une fragilisation de la résistance oblique baissière court terme, valider et confirmer la cassure de cette dernière. Donc on verra ce qu'il en est. Là en L5 c'est vraiment l'hésitation. Et on le voit, ça s'observe depuis 13h40. Même avant ça, en final, depuis midi 50, on évolue vraiment dans un range très serré.
et aucun des deux camps n'arrive à prendre en main le marché. C'est ce qu'on peut appeler, moi ce que j'appelle le tir à la corde. Donc on a un camp et l'autre qui essayent de prendre en main ce marché, mais aucun des deux n'arrive à clairement accélérer. C'est pour ça qu'on a juste des ondes. On le voit ici. Maintenant, rien n'est confirmé et tout reste à faire. Alors, bébé qui nous dit je short le CAD sur 3 crosses différentes. Je suis en retard, mais c'est pas mal quand même. Alors pourtant là, le dollar canadien c'est plutôt évalué face au canadien bébé. Alors, on va l'écouter du côté de BFM pour voir un peu, écouter de l'information d'ordre fondamental. On écoute ça tout de suite, je vous retrouve dans quelques instants. Alors que Coca-Cola a publié ses résultats, vraiment bons résultats, hein. Apparemment ils ont battu le consensus au premier trimestre. Donc le Japon et sa promesse d'apporter 60 milliards de dollars au FMI. Examen approfondi du rachat du Reclus, on s'en fiche. La Grèce emprunte à 3 mois un rendement en légère baisse. Les bourses européennes confortent leurs gains à la mi-séance. BNP se défend de réduire ses impôts grâce à des implantations. Alors là, je sais pas pourquoi ça marche pas, BFM. Pardon, ça va être désagréable de m'écouter aujourd'hui. Mettre en place une loi pour finalement effectuer un retour en arrière concernant les transferts de souveraineté que le gouvernement précédent avait mis en place. Donc ça, c'est quelque chose qui va être probablement un peu délicat à mettre en œuvre, mais qui semble être la voie, en tout cas ce qui permettra de marchander entre guillemets avec les régions pour les forcer à réduire. Je rappelle qu'en 2012, dans le budget, les régions doivent réduire de moitié leur déficit, de 2,9 à 1,5. Zapatero, effectivement, qui avait accéléré ce mouvement, mais qui est vieux maintenant, qui est post-Franco, donc de donner toujours plus de pouvoir, plus de moyens à travers aussi des parlements locaux aux provinces. Bon, la crise peut aider peut-être à recentraliser tout cela, mais ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ça risque d'être quand même très très compliqué là. Ça risque d'être compliqué, mais encore une fois, je crois que les marchés, on le voit, ont besoin de visibilité. Le simple fait que les réformes soient annoncées, que les procédures en tout cas soient annoncées clairement, permettra au marché d'y voir plus clair et de retrouver un peu plus d'optimisme. Donc ça, c'était effectivement donc sur le premier risque qui concerne les régions. Le second risque, toujours, qui fait peur au marché, ça concerne le secteur bancaire espagnol, où là, on le sait, les prix de l'immobilier, certes, ont baissé d'ores et déjà de l'ordre de 20% en Espagne, mais on estime qu'un ajustement supplémentaire est nécessaire, et c'est bien cet ajustement nécessaire sur les prix de l'immobilier espagnol qui va engendrer de nouvelles provisions dans le secteur bancaire espagnol. Ouais. Et aujourd'hui, le marché s'interroge sur finalement, qui va pouvoir absorber ces pertes qu'on estime entre 50 et 100 milliards d'euros. On sait que le FROB, qui est l'autorité qui a été mise en place en Espagne, enfin le fonds de sauvetage des banques qui a été mis en place en Espagne, ne pourra absorber cette perte puisqu'elle reviendrait à alourdir d'autant le déficit budgétaire espagnol. Donc il y a effectivement des solutions qui commencent à être évoquées, et notamment une qui consisterait à ce que le FESF vienne finalement au chevet des banques espagnoles via un mécanisme qui consisterait à émettre de la dette. Donc le FESF émettrait de la dette qui serait souscrite par les banques espagnoles, qui elles-mêmes se financeraient donc cette souscription par du repos auprès de la Banque Centrale Européenne. Et donc, elles utiliseraient pour obtenir ce repos, comme collatéral, ce même papier du FESF. Donc, vous voyez que c'est un peu un jeu circulaire. Oui. Ça fait partie finalement des mesures non conventionnelles que vous évoquiez il y a quelques instants et que le FMI évoquait donc dans son commentaire aujourd'hui. Ouais, il en veut plus. Il veut plus de mesures. Il veut plus de mesures, et je crois que cette technique-là est une mesure non conventionnelle qui pourrait être utilisée. Et là, encore une fois, je crois que ce que le marché attend, c'est une annonce assez claire de la part des autorités espagnole et européenne sur la mise en place d'une procédure de règlement qui permettra de donner plus de visibilité. Et il y a aussi ces pressions des pays qui nous entourent là et qui peuvent inquiéter. Ça pèse entre autres sur nos banques. Je crois que vous avez raison, il y a deux risques aujourd'hui sur la France.
Un premier risque est un risque à court terme qui concerne le risque lié aux élections, et j'ai envie de dire pas forcément le risque de dimanche prochain et du 6 mai, mais pour moi plutôt le risque qui existera également entre le 6 mai et les élections parlementaires, puisque en fonction du résultat des présidentielles, on voit bien qu'ensuite peut y avoir des jeux d'alliance qui amèneront aux législatives et qui pourraient amener des discours qui soient pas forcément en phase avec ce que les marchés attendent. Donc ça, c'est un risque à court terme pour moi sur la France qui pourrait peser sur l'OAT. Le deuxième risque sur la France, c'est le manque de réformes. On est en train de dire que l'Espagne a pris les mesures en tout cas qui s'imposaient et nécessaires pour essayer de retourner vers une dynamique plus favorable. L'Italie a pris il y a quelques mois aussi un certain nombre de réformes. La France reste, on le dit depuis de nombreux mois, à la traîne en termes de prise de réforme. Donc je pense que l'été sera une période cruciale en France pour voir si le nouveau gouvernement, en tout cas le gouvernement qui sera en place, saura prendre les mesures qui s'imposent pour redonner à la France sa compétitivité. Merci Stéphane Cadieux, chez Fédéral Finance. Je rappelle que vous êtes le directeur de la gestion de Fédéral. À très vite sur BFM Business. Un peu plus de 15h15, on regarde ce que fait le CAC 40 et ce que font les futurs américains. Le CAC très bien orienté, à l'instar des autres places européennes. On est quasiment à 3260 points. Les futurs américains sont bien orientés également, à plus 0,8% à moins d'un quart d'heure de l'ouverture pour le S&P 500 futur. On notera que la hausse s'est accélérée après ces prévisions du FMI, prévision de croissance mondiale relevée de la part du Fonds monétaire international qui vise désormais 3,5% de croissance pour l'ensemble du monde cette année. Et puis l'euro-dollar, on est à 1,3132 actuellement. Les banques et la construction sont particulièrement bien orientés. Plus compliqué pour LVMH après les résultats décevants de Burberry. LVMH 7,07%. BFM Business, 15. C'était le point. Nous sur la FESF. Aucun mouvement sur l'euro-dollar, donc pas grand chose à préciser. L'or également, très peu de mouvement. Vraiment de l'hésitation, juste au-dessus du point pivot du jour, donc un léger biais haussier sur la journée. Plus bas de plus en plus haut, plus haut de plus en plus bas, donc une espèce de triangle qui se mettra en place à court terme sur l'or là. Voilà. Alors, sur le chat écrit, je short le CAD, ça on avait vu, je suis long, pardon, ouais, d'accord, donc long sur le CAD, d'accord. Très d'affaires, soit t'es riche, soit t'es idiot. Je me suis trompé dans le chat, pas sur mes positions, rassure-toi. Et toi, tu as des positions ouvertes, donc demandez bébé. Alors que là, les vendeurs mettent une certaine pression. Sur l'euro-dollar, c'est toujours super calme, il n'y a rien à préciser, rien à signaler. Les marchés actions sont quasiment au plus haut, avec un CAC qui prend 1,59%. L'Espagne inquiète toujours, malgré une incursion réussie sur les marchés. Donc l'Espagne qui a bénéficié d'une forte demande des marchés mardi pour se refinancer à court terme, mais au prix fort. L'inquiétude qui persiste autour de ses perspectives économiques menace sa prochaine émission de dette prévue jeudi. Alors, il y avait le point relatif... Pardon, il y avait le point réalisé par Trading TV. On va regarder ça. Bonjour et bienvenue sur Trading TV, nous sommes le lundi 16 avril 2012. Alors ça c'était hier, je vois pas pourquoi il est publié aujourd'hui. C'est bizarre, surtout sur Boursorama, ils sont censés être à la pointe de l'actualité. Donc au niveau des analyses des uns, des autres, on va regarder ça. On a vu l'avis de pas mal de personnes. On va écouter Olivier Delamarche pour un point de vue fondamental. On va écouter Tilk du site Forex Triple Écran pour une analyse technique avec donc du suivi de tendance. On écoute ça tout de suite.
Alors le temps que ça charge, pardon, c'est un peu long. Bonjour, bienvenue sur tradingforextraécran.blogpost. Je vais baisser la qualité parce que c'est un peu long à charger a priori. Alors, désolé, c'est bizarre. On a eu des nouveaux pour le marché du forex sur les 28 paires de devises majeures. Nous allons commencer par une revue du calendrier économique pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on voit qu'on on a eu des nouvelles sur la UD et le JPI, un peu sur le yuan. Bon, ça c'est vraiment hyper exotique. On va avoir un peu de nouvelles sur, pas mal de nouvelles sur le GBP, donc sur le Royaume-Uni, ensuite sur l'euro, sur la zone euro et sur l'Allemagne à 11h. 10h30 ce sera le Royaume-Uni. À partir de 14h30 on a pas mal de nouvelles sur le Canada et les États-Unis qui tombent en même temps. Plus un peu tard dans l'après-midi à 15h30 et à 15h45 des nouvelles sur le Canada et les États-Unis. Surtout le relevé du taux d'intérêt au Canada qui est attendu à 1%. Qui est très important, et surtout le discours de Super Mario, président de la BCE, donc à 15h15. Donc on voit que c'est quand même une nouvelle assez chargée, parce qu'il y a 3 nouvelles d'ordre d'importance. Pour le DAX, le climat économique ZEW de l'Allemagne, le relevé de taux d'intérêt du Canada, et le discours du président de la BCE. Donc pour ce faire, on va voir rapidement les paires que nous donne à analyser le triple écran. Donc en faisant ça de purement mécanique, on aurait des opportunités sur Euro NZD, GBP NZD, AUD NZ2D, AUD CHF, NZD CAD, NZD CHF. Donc là, ce qu'on peut remarquer dans un premier jet, c'est qu'on a tout simplement toutes les paires avec le CHF où on a quelque chose à faire. Donc ce qui veut dire que si on regarde d'un point de vue purement technique, il y a un mouvement qui s'opère sur les paires avec du CHF, donc il y aurait quelque chose sans doute à faire. Donc voilà, donc on va commencer tout simplement par l'euro AUD. Donc l'euro AUD, que peut-on dire? L'euro AUD, on est toujours en tendance haussière, triple écran, on serait en tendance baissière, tout simplement plus haut, des plus hauts de plus en plus bas. La baisse c'était les 1,2542. Donc ce que je ferai en intraday, c'est que je surveillerai les 1,2775 comme niveau pour shorter. Ça fera un beau deux top, même si ça ferait pas un double top régulier. Ça serait plutôt une figure chartiste si on voulait dessiner un peu de chartisme, un biseau d'élargissement qui ressemblerait pas à grand chose. Bon bref, un espèce de canal baissier. Donc le canal baissier nous donnerait des niveaux à 1,2775 pour shorter, ce qui serait pas mal. Donc premier scénario, celui-là, où on va shorter. Après bon, ça c'est pas des scénarios, c'est la figure chartiste, soit le range, mais bon ça c'est pas exclu, soit on casse ce range, soit moi je shortais sans doute à ces niveaux-là, les 1,2775. Parce que là, bon, là on est en plein voilà, l'ébullition à la hausse, donc si on avait raison, c'est-à-dire que si on continue la tendance baissière, il serait bien de shorter dans les environs, tout simplement parce que bon, on serait sur les plus hauts, et quand on short les plus hauts, tout simplement, le potentiel de gain est plus grand. Ensuite, Euro NZD. Euro NZD, on est un peu au milieu de nulle part, c'est-à-dire qu'on est au milieu d'un range. On peut essayer de dessiner des niveaux. Moi, en appliquant mécaniquement le triple écran, avec, comme j'avais dit, avec l'histogramme de la MACD rouge ouverte en weekly, on est baissier pour cette semaine, donc on aura une opportunité à la baisse. Donc on aura une opportunité à la baisse, oui, si on n'arrive pas à casser ces plus hauts là. Donc ces plus hauts là, ils avaient servi là et ici. Bon, après en forex, c'est pas des niveaux qu'on va dire très propres comparé au marché des indices. Donc si on cassait pas les 1,6102, on pourrait allègrement shorter pour aller essayer de chercher dans un premier temps les 58,80. Donc ça fera un différentiel de ma foi 220, ce qui est très bien, et sinon peut-être plus bas à 1,5566 avec un niveau intermédiaire, les 1,5661. Sinon, le scénario de la hausse pourrait pas être exclu, c'est-à-dire que les prochains jours, soit on serait haussier, si on casse ici les 1,61, on achète sur repli, si on les casse pas, on short.
Après le range, bon, bah, on s'abstiendra de trendre le range. Ensuite, GBPNZD. Que dire? Ben c'est pareil. Donc là on évolue en tendance. Là maintenant on est en tendance baissière si on se met en daily, mais surtout on voit que les bougies sont dégueulasses, c'est-à-dire que qu'on est clairement en range. Donc si on doit trader cette paire à la baisse, on va quand même attendre des beaux niveaux, c'est-à-dire les 1,55-57. Tout simplement parce que là on pourra shorter avec un appui qui serait intéressant. Sinon si on casse les 1,66, les 1,96 66 on serait oscillé. En tout cas si on atteint les niveaux des 1,75-57 on pourrait shorter d'un niveau intéressant parce que ce serait un échec à créer des nouveaux plus hauts, et là au moins on pourra avoir un stop serré et on pourra envoyer la sauce. Voilà donc ce qu'on pourrait dire. Donc après bien entendu pour valider la baisse, après faire casser 73,47, on ira chercher dans un premier temps cet objectif baissier, donc le dernier plus bas à 1,61,67. Et puis ensuite, bon, les différents niveaux en vert qu'on va enlever pour pas trop bien voir quand même. Donc voilà. Donc voilà, 5 niveaux maximum pour que ce soit clair. Ça, enfin, surtout les 4 niveaux du haut du range. Donc le tout, c'est d'essayer de shorter sur ces environs-là. Donc entre les 1,75-57 et les 1,76-66 qu'on pourrait shorter. Et voilà, donc ces niveaux-là ont ma préférence pour shorter entre aujourd'hui et demain. Donc on verra bien ce qui se passera dans ce laps de temps. Ensuite, AUDNZD, une paire qui n'a pas trade depuis longtemps. Là on serait dans le pleine zone de valeur. Donc il y a eu un trade intéressant à faire en même pas 2 jours. Il y avait 120 pips à aller chercher. Bon, comme on dit, tous les pips qui sont plus à prendre, qui sont pris ne sont plus à prendre. Et là on atteint un niveau intéressant. Bon, on a buté sur la résistance, donc les 1,26-61. Donc soit on pourrait continuer pour aller chercher le bas du range, donc c'est de faire un scénario à en triple top pour aller chercher un 25-27, soit c'est ce qui pourrait se passer, le double bottom, et à ce moment là on serait haussier, on aurait objectif à la hausse 2. Pour aller les chercher, on aurait à peu près les 1,28 je pense à aller chercher. Donc si ça veut bien s'afficher, donc on va afficher ça sur la moyenne mobile. Donc je pense qu'on aurait les 1,28 à aller chercher, ou les 1,27,97. Donc ça fera un objectif de 140 pips à peu près, 130 pips. Donc comptant le spread ça ferait 120 pips, en mettant un stop à 60, ça fera un ratio gain paire de 2. Donc objectif haussier et baissier, les scénarios de manière plausible et propre, donc soit triple bottom, soit double bottom à la hausse. Peut-être après, en ayant réalisé l'objectif haussier du double bottom, qui correspond en plus à un niveau de support et résistance, on pourrait être baissier quoi. Donc voilà, c'est pour être intéressant. Mais je chercherai préférentiellement des shorts tant qu'on sera en dessous des 1,26-66. Si on est au-dessus, je prendrai long sur repli. Ensuite, Odd de CHF, Odd CHF, Odd CHF. Que peut-on dire sur cette paire? Ben c'est pareil, pas de mouvement net. Les mouvements c'est un peu dégueulasse. Je crois qu'on était aussi sur cette paire là sur notre quand la semaine dernière, parce qu'on voit qu'on a des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Le problème c'est quand je dis que le mouvement est dégueulasse, c'est qu'il est pas ample, c'est-à-dire c'est pas comme ça, bon, on n'a pas des mouvements. J'essaie de repasser en 700 pour de meilleure qualité. Mouvements francs comme ceci là, beau double top, enfin, bref, des mouvements qui sont amples où on Bon, je repasse en 400. Désolé, hein, c'est la merde là, je sais pas ce qui se passe. Pas propre, donc après on va faire avec, mais bon, comme je disais, en trading, c'est déjà assez compliqué, on va peut-être pas se compliquer la vie non plus, c'est pas la paire que je surveillerai. Moi je vais essayer de faire appui sur les 94-38 à l'achat, les deux niveaux que je vais surveiller et les 94. Si ces deux niveaux-là ne tiennent pas, il faudra tout simplement shorter UDCHF. Donc voilà moi les deux niveaux que je vais surveiller pour des longs. Donc quand ça rebondira sur ces niveaux, privilégiez le long. Si on casse,
prendre short sur repli après un pullback. Voilà, donc après si ça range, aucun intérêt de trader le range parce qu'il n'y aura pas de mouvement, donc pas de pips, pas beaucoup de pips à se faire à mon avis. NZD-CAD c'est pareil, c'est une paire qui, bon, même si donnée par le triple écran, je vais quand même la surveiller en intraday, ce qu'on nous dit de l'acheter parce qu'effectivement la semaine dernière c'était à la hausse. Mais bon, on voit clairement que c'est en range, donc moi je ne ferai rien dessus. Après, pour ceux qui veulent jouer les scénarios, peut-être acheter les 81 pour jouer la hausse. Si on revient tester les 80, 97, donc en 0, le 82 shorté. Donc voilà, donc ce que je pourrais dire. Ensuite, il y aurait plusieurs niveaux intermédiaires comme ceci là. Donc comme ça, si on cassait à la hausse aussi, ça c'est possible. Bon bref, après on a plein de scénarios baissiers sans rebond qui peuvent casser plusieurs niveaux sans hausse. Là, je suis en train de m'amuser à faire plusieurs scénarios. Bon bref, surveillez tous ces niveaux en vert. Voyez si ça, on a des signaux en intraday sur du H4, H1, 1.15 à la vente ou à l'achat. Privilégiez quand même de trader le range, donc d'acheter le support des 80 et de shorter les 80-90 ou les 82. Donc si on cassait ces niveaux, tout simplement attendre la cassure franche et prendre long sur repli. Après, si vous voulez prendre sur cassure, vous pouvez le faire, mais bon, c'est à vos risques et périls. Moi je prends sur repli parce que je préfère attendre quand c'est plus calme, parce que quand après l'impulsion démarre, ben, on peut avoir un stop plus serré, donc mécaniquement en termes de ratio c'est mieux. Donc voilà, après chacun, moi aussi j'achète sur cassure des fois, mais quand on peut avoir un pullback, faut pas s'en priver, donc voilà. Ensuite NZD-CHF, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, c'est pareil, on n'a pas vraiment de mouvement ample, les niveaux bon sont plus ou moins respectés. Là c'est du trading range, donc il n'y a pas de belles tendances comme on pourrait les avoir avec le triple écran quand on a des belles tendances comme ça. Donc on voit que le triple écran fonctionne super bien quand on est en tendance, mais bon quand on est en range, faut s'adapter. Donc faut voir les niveaux en daily ou en weekly. Donc si j'ai pas regardé bouger en weekly, c'était pour voir tout simplement en weekly on n'avait pas de message supplémentaire. En train de faire une englobante baissière dans un range, donc ça veut tout simplement dire que ça va vers le bas du range. Donc à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Tout simplement, jouer le rebond si vous voulez jouer à l'achat, vu comme c'est le triple écran qui nous dit de jouer à l'achat, achetez les 94-34, ou acheter au niveau des 94-80, donc le cours actuel. Si on cassait tous ces niveaux-là, bon ben être baissier. Baissier si on casse les 93-60. Voilà, donc tous mes scénarios, les niveaux à surveiller, donc voilà. Mais bon après si vous voulez vraiment de conservateur, attendez que ça vienne au niveau des 0,94, 34 ou la zone de support des entre 74,65 et 74,34. C'est une bonne zone de support à mon avis pour rebondir à la hausse. Donc merci de m'avoir suivi sur tradingforex.blogspot.fr et à bientôt pour de nouvelles analyses. Voilà donc le point de vue de Tilk. Donc là, on a une pression vendeuse, des acheteurs qui tentent de revenir. On est toujours bloqué dans très peu de volatilité. On tergiverse autour du niveau des 1.31-31. On peut dire 1.31-30. Depuis un moment maintenant, parce qu'on a déjà pris longuement appui dessus hier soir notamment. Là, cet après-midi, on a tenté d'accélérer. On va aller jeter un coup d'œil aux autres paires de devises. Donc l'or ne bouge pas tellement non plus. Du côté du câble, on a bien accéléré à la hausse. Donc hier, comme on l'avait dit, il y avait sûrement quelque chose d'intéressant à jouer. J'en ai pas profité. Luigi a dû en profiter, bravo à lui. Ça me gêne pas plus que ça. Voilà, comme je dis, j'aime bien être flat et ne pas avoir de position la nuit. Donc, pas de problème. On a eu de l'excès haussier. Désormais, on hésite. Donc, c'est à peu près la même configuration que sur l'euro-dollar. NZD, USD, un peu plus de mouvement. Le dollar néo-zélandais est orienté à la hausse. Donc,
On a un dollar américain dans l'ensemble qui souffre. Du côté de l'argent, on se reprend plutôt pas mal aujourd'hui avec 31,84$. Sont conformes aux attentes et aux chiffres précédents. Je trouve ça un peu étonnant qu'on ait autant baissé. Grosse bougie baissière hein, sur la journée. Là je serais tenté, je serais vraiment contre tendance d'acheter en fait le dollar face au dollar canadien. Je vais le tenter avec un petit micro lot. Voilà, parce qu'on a eu des chiffres qui sont conformes aux attentes. Je suis étonné qu'il y ait autant de variations par rapport à des chiffres conformes aux attentes justement. Alors, je sais pas ce qui s'est dit du côté de Draghi, hein, qui parlait. Alors en tout cas on a une zone de support ici. Donc moi je suis rentré sur USD-CAD à l'achat à 0.9890. Donc je vais mettre mon stop sous les précédents plus bas, donc sous la zone de support tracée ici. Donc qui est à 0.9840, je vais mettre à 0.9839. €, au niveau de l'ensemble des positions ouvertes. Donc sur l'eurodoll, les vendeurs mettent un coup de pression, et sur l'or, on a également eu une belle accélération baissière. Donc désormais on a 3 produits tradés, donc acheteur sur l'or, acheteur sur l'euro-dollar et acheteur de dollars face au dollar canadien. Donc on va voir ce qu'il en est. Le principal c'est bien sûr acheteur sur euro-dollar, hein. C'est la grosse position à trader, le reste c'est... Puisqu'il se passe pas beaucoup de choses sur euro-dollar, donc je vais regarder un peu à droite à gauche. Alors trader Facebook, j'ai pas bien compris ce que tu as dit là par rapport au casino et l'argent. Qui disait bon écoute je vais épiloguer, tu me fatigues, c'est parce que je prends pas au sérieux, que je ne travaille pas avec rigueur et sérieux, après chacun sa méthode. T'es acheteur sur Eurodoll malgré le biseau baissier, demande et travaux. Oui en effet je suis acheteur sur l'euro-dollar, en suivant la grosse englobante haussière d'hier, donc que tu peux voir notamment en graphe journalier. Et donc j'étais acheteur depuis hier soir. Donc il n'y a pas de biseau, hein. Pour moi ce que l'on a c'est un canal, un drapeau, donc un canal de correction contre la tendance de fond, mais on mène la vie dure à la résistance oblique baissière de ce dernier, donc je pense quand même que le mouvement de fond haussier peut reprendre, on verra ce qu'il en est. Si je me trompe je sortirai en cas de cassure du support oblique haussier, donc tracé en rouge sur mon graphique ici. Donc bah voilà, pour le moment il y a très peu de mouvement, hein, vraiment... On a les marchés US qui ont ouvert, pour le moment ça n'a pas amené de variation. Sur les marchés actions, on est haut, hein. On a bougé, notamment à la hausse, donc il y a un bel élan haussier sur les marchés actions américains, et qui tire à la hausse également les marchés européens forcément. Ici on a S&P, le CAC 40 qui est désormais sur une grosse journée haussière. Alors salut Sam hein, qui nous a rejoint. Je vous invite à nous rejoindre hein, sur le Mumble pour ceux qui veulent discuter en direct lors de l'émission. Donc à 3,5% contre une anticipation à 3,3% en début d'année. Un marché qui est porté hein, donc par des valeurs très cycliques, les banques bien sûr, la construction également. À l'inverse, on notera LVMH là qui reste complètement à l'écart de cette très belle hausse du marché. Hein, c'est assez rare. Il y a eu notamment les résultats décevants du britannique Burberry. On voit le titre Burberry qui recule d'environ 5% à Londres. Et puis l'idée évoquée, en tout cas la réflexion en cours hein, chez l'un des principaux candidats à la présidentielle en France, hein, qui
évoque la possibilité d'une taxe de 33%, à hauteur de 33% sur les produits de luxe. C'est une idée qui en est à un simple stade de réflexion. On ne sait même pas si effectivement c'est possible de mettre en place ce genre de TVA aujourd'hui en Europe, sachant qu'elles sont quand même contraintes par un certain nombre de règles. LVMH en tout cas cède cet après-midi 0,5% à 129,60 €. Et puis à noter donc les chiffres américains du jour, plutôt bons notamment dans l'immobilier, avec cette reprise des mises en chantier. Voilà donc pour le menu du jour, sans oublier évidemment les résultats. On évoque tout cela tout de suite donc avec Virginie et Robert. Il est 4h moins 20, c'est BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h. 15h, 18h, Intégral Bourse. L'émission 100% Bourse. Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. Virginie, bonjour. Bonjour Sébastien. Gérante de portefeuille chez Rail France, des marchés qui remontent la pente effectivement aujourd'hui. Votre sentiment, là on est un petit peu déboussolé. C'est vrai que le début d'année, le premier trimestre avait été canon pour tout le monde, notamment pour les valeurs technologiques. C'est plus le cas là depuis quelques jours. Oui, absolument. Non, mais je crois que le marché est tout à fait déboussolé. Il faut qu'on reprenne un peu ce souffle. D'abord, on a eu un très bon marché, comme vous le soulignez. Bon, deuxième point, il est vrai qu'aujourd'hui, on a à nouveau toutes ces tensions qui reviennent sur le devant de la scène au niveau européen et qu'on attendait cette période de résultats aux États-Unis. Ça y est, on est vraiment dans le vif du sujet. Cela fait une semaine, mais les mastodontes commencent effectivement à publier, je dirais là, cette semaine. On a eu quelques chiffres d'ailleurs cet après-midi et c'est ça qui va donner une nouvelle tendance à court terme. Voilà. Alors les chiffres sont mitigés, ceci dit. On a eu des chiffres hier aux États-Unis économiques qui étaient un petit peu mitigés. C'est un peu le cas aussi aujourd'hui, puisqu'on a les mises en chantier qui sont quand même un petit peu moins bons qu'attendus. En revanche, les permis de construire sont meilleurs. Oui, c'est les permis de construire effectivement. Voilà, moi ce sont les permis qui de remontent. construire, oui, qui sont meilleurs qu'attendus et la production plus haut depuis 2000 minutes. Est en ligne, pratiquement en ligne, un tout petit peu en dessous, rien de particulier. Hier, on avait les ventes au détail. Là, pour le coup, c'était une bonne surprise. Sur la micro, avant peut-être de détailler les résultats du jour, si on reste sur les technos qui cartonnaient depuis le début de l'année, alerte quand même là depuis 2-3 jours sur des Google, sur des Apple que vous suivez depuis des années. Apple, oui. Alors, écoutez, Apple avait quand même progressé de plus de 40% depuis le début de l'année. C'est un petit peu logique que l'action marque le pas, qu'il y ait quelques prises de profit dans un marché qui soit plutôt orienté vers des valeurs plus refuges, entre guillemets. C'est vraiment la physionomie de marché qu'on a connue hier. Même aujourd'hui, on voit bien que, non, là, ça y est, ça s'équilibre. Mais on croyait qu'Apple, c'était le refuge, justement. Non, c'est le refuge. C'est toujours une valeur à forte visibilité. Peut-être que le news flow, là, dans les semaines à venir, est un peu moins dense. On va attendre des résultats la semaine prochaine, bien évidemment. C'est donc le 24 avril. En termes de produits... il n'y a pas trop de news flow, là. En tout cas, pas de news flow positif, quoi. On va être dans l'attente de l'iPhone 5. On va être dans l'attente, évidemment, il y a toujours les rumeurs sur un iPad un petit peu... pour le low cost, pour les marchés émergents. Ouais. Donc voilà. Bon, mais c'est surtout, je pense, davantage des prises de profit et une certaine prudence dans les marchés, et tout ça me semble assez logique. Potentiel de baisse ou pas, là, à moins de $600 ? Ah oui, elle peut, écoutez, avec une hausse de plus de 40%. Elle peut perdre encore 5-10% sans problème. Autour de 10, elle peut effectivement se tasser un peu, ce qui nous permettra d'avoir des opportunités éventuellement. On a perdu 40-50 milliards de valorisation boursière en quelques jours. C'est grosso modo le poids boursier de beaucoup de valeurs de la cote. Oui, absolument. Non, je crois que ce qu'on peut souligner quand même pour ce premier trimestre de résultats, je crois que ce qui est important, c'est que d'une part, souvenez-vous que lors du précédent trimestre, on a eu quand même des révisions à la baisse des consensus. Donc là, on part sur, je dirais, des objectifs qui sont plus faciles à franchir pour les entreprises, sur les chiffres de ce trimestre. C'est une chose. Je vous rappelle que pour l'année en cours, pour 2012, le consensus des analystes, c'est une progression des bénéfices pour le S&P 500 de 9,3%, ce qui reste quand même une hausse très satisfaisante avec une accélération au cours du second semestre. Donc ça à suivre. Et ce qu'on surveillera particulièrement, en tous les cas ce que je surveillerai, c'est l'impact de la hausse des prix des matières premières, évidemment du carburant, et l'impact éventuel, la part du chiffre d'affaires dans les zones émergentes, puisque ce sont des sujets qui ont été largement plus prononcés au cours des semaines précédentes, avec, je dirais, des marchés émergents qui sont, les
nouvelles économies qui sont peut-être moins dynamiques qu'attendues, et puis évidemment un prix du baril qui reste très fort. Donc ça, il va falloir suivre ces éléments, évidemment dans le discours des managements également, pour les trimestres à venir. Ce sont des points qu'il faudra regarder de près. Et dans les résultats du jour ou ceux à venir ce soir après bourse, Virginie, quels sont ceux qui vous intéressent? Je vois Coca qui prend 1,7%, et puis il y a de la techno ce soir aussi. Bien sûr, alors Coca qui bat le consensus, que ce soit sur le chiffre d'affaires, le résultat. En plus, il faut souligner que la croissance des ventes est observable sur la totalité des régions, donc je dirais que c'est un sans faute pour Coca. On a eu des chiffres un peu plus mitigés sur Johnson & Johnson, on a Goldman Sachs, je pense que vous avez vu les chiffres, qui sont un peu meilleurs qu'attendus, qui portent son dividende, qui relève son dividende d'ailleurs. Bon, ce soir, on aura IBM, donc là c'est évidemment un gros acteur, Intel, on aura Yahoo, voilà, donc on a beaucoup de choses à suivre, ce qui nous permettra effectivement peut-être d'avoir une tendance un peu plus précise. Eh bien, parfait. Merci Virginie. Virginie Robert, en direct de Rail France. Vous êtes gérante de portefeuille. On se retrouve dans 8 jours sur BFM Business. Vous serez sûrement dans notre studio pour parler de l'actualité. Alors, je coupe les positions là, acheteuses sur Eurodol. Donc c'est une perte. Donc conformément à ce que j'avais dit, en cas de cassure, c'est pas une cassure, c'est un franchissement. Mais voilà, du support oblique haussier. Donc je prends mes bénéfices sur Eurodol. Donc ça c'est bon. Alors que là on amorce un rebond, mais trop tard, j'ai pris ma décision. Donc voilà, on va aller voir de combien est la perte. Alors que là on amorce une correction. Donc on peut rebondir sur ce support, ce serait dommage pour moi. Maintenant pas de regret, une fois que la décision est prise, c'est pris. Et donc au final sur aujourd'hui, donc on perd, alors, mais ça c'était hier. Et donc uniquement aujourd'hui, on perd moins 4,50. Ah oui voilà, moins 7,39€. Donc c'est tout à fait acceptable, la perte du jour. 7,39€, ça revient à environ 0,3% du capital, donc il n'y a vraiment aucun problème. Alors, pour moi je ne vais pas prendre de biais baissier sur l'euro-dollar, donc je vais un peu laisser de côté l'euro-dollar. Quoique, je ne sais pas. Non, honnêtement, je manque un peu de repères là sur l'euro-dollar, donc je vais le lâcher un peu. Je me suis attaqué un peu au dollar face au dollar canadien. On va voir ce que ça donne. Une amorce de reprise en mode du marché par les acheteurs. Alors qu'on a une zone de support là, horizontale sur USD-CAD. On va voir si on a bien une phase de rebond ou pas. Acheteur avec un micro-lot. Dollar yen, donc en journalier, on amorce une phase de correction ici. Peut-être quelque chose d'intéressant à jouer à la hausse. C'est un peu tôt pour se positionner. On reste sous une pression vendeuse. On a un triangle ici en journalier. De plus en plus bas. Range à court terme
Sur euro-yen, on a un pullback en journalier après cassure de la zone de résistance oblique baissière long terme. On reprend appui dessus. Ça pourrait être intéressant pour une prise de position à l'achat. Après en intraday, on a eu un élan haussier et là on revient sur nos pas. Donc pourquoi pas acheter l'euro-yen. Ça me semble pas incohérent. Je vais tenter un long avec un micro-lot sur l'euro-yen ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc acheteur dollar canadien et acheteur euro-yen. L'or qui a pris une bonne claque là. Donc je pense que je vais reprendre long pour moyenner mon prix d'entrée. Voilà, prise de position acheteuse sur l'or, juste au-dessus des précédents plus bas, alors qu'on a cassé à la baisse le triangle là. Donc j'ai 2 points d'entrée sur l'or, un à 1181 $, un à 1143, ce qui fait un point d'entrée moyen à 1163. Donc si on se met à corriger, ça peut être vite assez intéressant. Donc on verra ce qu'il en est. On est exposé sur 3 produits désormais. Acheteur aussi sur euro-yen, pullback sur la résistance oblique. Donc voilà, c'est ça ATK. Bonne journée USD4, plus 100 pips. Bah, bravo à toi LOL4. 100 pips, voilà, c'est bravo. Comment tu as pris position? Comment tu t'es positionné sur le dollar face au canadien? On sait qu'il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Est-ce que tu as abstraction de ces dernières et tu as pris position uniquement sur des critères techniques, ou est-ce que tu avais anticipé en fait les chiffres qui allaient tomber, notamment les chiffres de taux d'intérêt qui étaient importants et très suivis? Alors que là, à 15h15, on avait eu plusieurs chiffres par rapport à l'économie américaine d'importance moyenne. Dans l'ensemble, il était conforme aux attentes pour les capacités d'utilisation et inférieur aux attentes pour la production industrielle, manufacturière. À 17h, on aura Obama qui va parler. Donc on suivra ça, ça peut faire bouger les marchés, même si a priori il n'y a rien de flagrant. J'avais une analyse de moneymakeredge.com. On regarde ça. On fera le point ensuite sur l'ensemble de nos positions ouvertes. Bienvenue sur Moneymaker. Le temps que ça charge. Alors. Ok. Bon, je sais pas pourquoi c'est aussi long. Bienvenue sur moneymakeredge.ca. Martin Prescott avec vous aujourd'hui en ce 16 avril 2012. Vous savez qu'on transige particulièrement dans les contrats. Mais pour vous dire à quel point c'est manipulé de toutes pièces. Et vous allez le voir avec beaucoup de constance ici. Premièrement, 3 chartes différentes, 3 marchés différents, la réaction identique au même moment, ce qui est assez extraordinaire. Présentement, la première charte que vous voyez ici à votre gauche, on parle des contrats futurs sur l'argent. Celle du centre, on parle des contrats futurs de l'or. Et celle que vous avez complètement à droite, c'est le marché, mon marché de prédilection, qui est le S&P 500. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, à l'ouverture du marché, et Dieu sait, et vous savez aussi, non pas seulement Dieu, mais vous savez aussi que nous sommes très actifs à l'ouverture du marché chaque matin. Eh bien, remarquez encore une fois, nous avons eu un mouvement à la baisse de pratiquement 15 points. À l'intérieur, entre 9h30 aller jusqu'à 10h20. Donc, on va parler ici là, de 45-50 minutes, 45 à 50 minutes de transaction et en 1 heure, 15 points d'écart. Donc, imaginez encore une fois la quantité de profit qu'on peut retirer lorsque nous avons une direction dans le marché, ce qui est assez phénoménal. Donc, en 1 heure, nos transactions sont terminées parce qu'on a eu un mouvement important, des prises de profit, on sort nos positions, on ne veut pas s'exposer davantage tout simplement au marché. Maintenant, remarquez les similitudes. Donc, vous remarquez le prix
à partir de 9h30 le matin, nous avons eu une tentative de hausse du côté des acheteurs sur l'argent, tentative de hausse du côté des acheteurs sur l'or, tentative de hausse sur le S&P 500. Et que s'est-il passé suite à l'ouverture du marché? Débandade de l'argent, débandade de l'or, débandade du S&P 500. Et remarquez à quel point les mouvements haussiers, donc les reprises, s'effectuent pratiquement dans les mêmes périodes de temps. Donc, ici, vous voyez une lancée du côté des acheteurs vers environ 10h08, lancée du côté des acheteurs vers environ quoi? 10h05 à 10h08. Donc, l'argent et l'or très très près ensemble. Et remarquez encore entre 10h et 10h10 sur le marché. Donc, vous parlez de 3 véhicules boursiers complètement distincts, complètement différents. Mais encore une fois, remarquez comment le marché se corrige avec une certitude incroyable dans 3 véhicules différents. Donc, un trader d'expérience peut autant retirer en même temps dans des véhicules différents des prises de profit qui sont similaires dans 3 marchés différents au même moment. Donc, ne croyez pas que nous transigeons pendant 8, 10, 12 heures dans une journée pour retirer des profits. Vous avez la preuve devant vous que nous n'avons pas besoin de le faire. Il s'agit de savoir où transiger, quand transiger, de quelle manière transiger, et à ce moment-là, on peut retirer des profits dans plusieurs marchés simultanés ou dans un seul, dépendant de où nous sommes rendus dans notre propre expérience. Alors, encore une fois ici, question de bien vous démontrer tous des marchés différents, mais exactement le même mouvement, la même tendance. Je vous souhaite une très belle soirée et on se revoit bientôt sur un prochain vidéo. Alors, sur l'or là, on accélère à la baisse. Donc pour le moment, je laisse courir, on a cassé les précédents plus bas. On perd 32 euros, 31 euros, voilà, sur la première position, et 2,92 € sur la seconde. Sur l'USD-CAD, on commence à corriger, que la position semble plutôt cohérente. On verra de combien on corrige, c'est une approche vraiment contrariante. Je ne vais pas la pyramider, c'est vraiment juste un micro-lot pour jouer, voilà. Donc si on prend les plus hauts et plus bas du dernier mouvement, on voit que ne serait-ce que 23,6% d'entracement sera un objectif assez intéressant. Sur Euro-Yen, pour le moment on a plutôt tendance à s'enfoncer. La dynamique de fond est toujours haussière. Ici. Donc éventuellement sur Euro-Yen, je reprendrai long si on vient tester le support oblique haussier. On va mettre d'une autre couleur, on va mettre en noir. Voilà. Tant qu'on est dans ce canal haussier, je garde mon biais haussier et donc j'hésite pas à reprendre des positions. Si on casse le support, je coupe ma position. Toujours le même type d'idée qu'évoqué précédemment. Alors sur l'or qui a bien bougé, en H4 on voit une grosse bougie baissière, on retrace 61% de la dynamique haussière précédente. On a clairement cassé à la baisse la zone de support oblique haussière qu'on avait ici.
Donc les vendeurs tiennent bien en main ce marché. Donc là, pas de raison de reprendre position. On enfonce 61.8, donc théoriquement on pourrait continuer le mouvement baissier. Donc pour l'instant, pas grand chose à ajouter. 38 € de perte en cours, ce qui représente environ 2% du capital. 1968 € d'équité pour 2006 € de balance, donc ça reste acceptable. On va voir ce qu'il en est. Les PME sont aujourd'hui au cœur de la dynamique européenne. Les PME sont un formidable réceptacle d'innovation, d'emploi et de croissance. Dans un environnement d'après-crise, les PME aujourd'hui sont confrontées à un véritable problème de financement. Aujourd'hui, 92% des PME se financent par le crédit bancaire, 7% par le private equity et 1% seulement par les marchés financiers. Dans un environnement où le crédit bancaire va se renchérir et se raréfier au cours des prochains mois, il est extrêmement important pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire de diversifier leurs sources de financement. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous sommes dans une situation nouvelle. Le monde de la finance pour les PME est en plein changement. C'est pourquoi NYSE Euronext a mis en place une offre extrêmement innovante. Nous lançons une nouvelle offre obligataire pan-européenne à destination des PME-ETI. Traditionnellement, les levées obligataires étaient réservées aux capitalisations plus importantes. Nous souhaitons étendre ce mode de financement aux PME-ETI en permettant également aux investisseurs particuliers d'avoir accès à ces offres, ce qui jusqu'à maintenant n'était pas possible. L'un des principaux avantages pour émettre une émission obligataire est d'élargir vos sources de financement et de réduire votre dépendance vis-à-vis du crédit bancaire. C'est un produit non dilutif, sans covenant, avec des gestions de maturité plus longues et des remboursements in fine. Un autre intérêt est d'accroître la visibilité boursière et commerciale pour les investisseurs particuliers. Pour les PME, c'est une opportunité d'accroître sa communication avec le grand public. Quel est le processus pour réaliser une émission obligataire? La première étape consiste à réaliser un prospectus qui sera visé par le régulateur. Ensuite, en parallèle, la société doit obtenir une notation rendue obligatoire et qui est une information clé pour les différents intervenants, régulateurs, opérateurs de marché et investisseurs. À ce titre, nous avons identifié des agences de notation dédiées, spécialisées dans la notation de PME. La troisième étape consiste à ouvrir la période de souscription et lancer la campagne de communication afin d'attirer nombre d'investisseurs, souscrivant soit directement par le biais de sites de e-broker, soit en envoyant un ordre de souscription à leur banque. Enfin, NYSE Euronext se charge de la centralisation de l'opération et cotera l'obligation sur Euronext ou NYSE Alternext. L'émission obligataire s'inscrit dans le cadre d'un processus simple. Prospectus visé, notation, souscription et cotation sur nos marchés. Nous comprenons la détermination des PME à croître et à se développer. Notre rôle est de les aider à y parvenir. C'est pourquoi nous créons une offre obligataire. L'offre obligataire sera le financement de demain. Nous nous réjouissons d'accompagner les PME dans cette véritable révolution.
Ouais, donc le point sur NYC Euronext qui lance un nouveau produit donc à destination des petites et moyennes entreprises. Alors sur Euro-Yen, nouvelle prise de position acheteuse. Alors on va regarder ça là. Par contre j'ai ouvert 3 graphiques pour voir mes analyses donc en journalier, en horaire et en court terme de manière bien différenciée. Donc en journalier, le scénario n'est pas remis en question. On joue toujours le pullback sur potentielle résistance oblique. En H1, le biais est tout de même clairement baissier. Et pour le moment, on ne parvient pas à casser à la hausse la résistance oblique baissière, tracée ici en bleu. Si on y parvient, on pourrait entrer en phase de correction et ça pourra devenir intéressant. Alors, voilà ce que l'on a. Et donc en M5, reprise de position à l'achat, conformément à ce qui était prévu. Donc tant qu'on est au-dessus du support oblique haussier, prise de position à l'achat pour passer sur une reprise en bas du marché par les acheteurs, donc de la force dominante. Si on passe en dessous, coupure des positions. Donc si on vient à casser la résistance oblique baissière ici, ce serait le scénario idéal. C'est-à-dire que les acheteurs sont capables de reprendre en main le marché. Donc on verra ce qu'il en est. Alors, là on a vu qu'on avait suivi une paire tout à l'heure, on va aller voir ce que ça donne sur le suivi du compte. Donc une légère perte, donc moins 0,37%, moins 7,39€, 96 pips de perte, donc sur l'ensemble des positions cumulées. Donc rien d'alarmant, c'est une perte acceptable. Et donc on continue. Sur l'or, grosse volatilité, avec notamment un gros élan baissier, même si on l'a eu sur l'ensemble des actifs à risque. D'ailleurs c'est marrant parce que l'or normalement est une valeur refuge, en ce moment il se corrèle tout à fait aux actifs à risque, hein, puisqu'on a vu que ça coïncide également à une baisse par rapport à l'euro-dollar. Mais si on est du côté des marchés actions, on a également eu une baisse ces dernières minutes. Donc on a vraiment l'or qui joue à fond son rôle de matière première et pas du tout son rôle de valeur refuge en ce moment. Ça se retournera sans doute par la suite. Eurodoll sur cassure du support que j'ai pas voulu suivre, hein, j'ai pas voulu prendre position à la vente. Pour l'instant on n'a pas de grosse réaction. Je suis content d'être sorti, je regrette pas de ne pas être rentré derrière. Alors sur le dollar face au dollar canadien, on entame une correction timide pour le moment. La pression de fond est quand même très forte. Mais on est positif, donc on va voir si ça tient. Après si je dois être stoppé, j'ai mon stop, donc à 0,9839.
On peut l'avoir ici. Donc ce serait différent là par contre. Je vais peut-être parler un peu vite. Voilà donc la zone de résistance qu'on pourrait tracer. Donc en H1 ou en H4 sur USD CAD, on a un range. Merde. Depuis un moment maintenant. Donc on va tracer les parties hautes. 59 et 0.98 41. D'ailleurs, il y a mon stop sous cette zone de support. La résistance, quant à elle, serait au niveau des 1.0052. Donc c'est des zones qui tiennent bon depuis un bon moment maintenant. Hein, plutôt dans la partie basse de ce range, mais on peut encore accélérer. C'est pour ça que mon stop est plus bas. Maintenant, soit on corrige au-dessus. À ce moment-là, ça pourra être intéressant et c'est possible, puisque l'ensemble du mouvement de la journée a été amené par des news qui étaient quand même assez proches des attentes et des chiffres précédents. Donc, qu'on ait eu autant de variations, ça m'étonne un peu, et c'est souvent quand on a des nouvelles conformes aux attentes et qu'on décale aussi fortement que derrière on corrige. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, plusieurs réactions, ça parle notamment d'or physique, là sur le chat écrit. On va demander au broadcaster, quel logiciel utilisez-vous? Alors, j'utilise la plateforme MetaTrader 4 pour trader, et le logiciel pour diffuser les émissions, c'est Livestream. Voilà pour te répondre. Ok, bonne soirée les travaux. Alors, bébé qui dit quoi, que Golser a dû se cracher avec tout l'or qu'il avait. C'est vrai que moi aussi, je suis plutôt acheteur sur les métaux, que ce soit l'or ou l'argent. Mais après, faut pas aller contre le marché. Force est de constater qu'en ce moment, le marché est baissier sur les métaux. Et que les métaux se corrèlent plutôt aux actifs à risque, ce qui est surprenant. Short Eurodol, objectif 1.3090. Je sais, mais il était... Donc bébé qui a shorté. Actuellement sur l'Eurodol, on reteste l'ancien support oblique haussier qui pourrait jouer le rôle de résistance, donc pour l'éventuel pullback. 30,90, le point pivot est à 1.3085, ça reviendra à peu près à un retour vers le point pivot. On aura un point d'entrée intéressant à la vente là sur Eurodol. Si je prends les plus bas et plus hauts du mouvement précédent, on voit qu'on a retracé la 38,2% de la dynamique haussière observée depuis les plus bas d'hier. Donc c'est déjà un seuil de rebond potentiel intéressant. Si on les casse, et si on a une vraie volonté de la part des vendeurs de reprendre le marché, en effet, pour moi la prochaine zone d'objectif serait le point pivot également les 50% qui constituent une même zone. Donc entre 1.3083.5 et 1.3085.8. Donc on verra ce qu'il en est, mais ça peut être un objectif intéressant à la vente, que je vais pas jouer, comme j'ai dit, j'ai pas de certitude par rapport à l'Eurodol.
Ce serait quelque chose d'assez cohérent. Alors salut Karim qui nous a rejoint. Alors que là nous a mis le lien vers une réserve d'or physique aux États-Unis, c'est assez impressionnant. Dangereux de jouer les ventes au-dessus de 1.31, dit Karim, qui lui serait plutôt acheteur. Alors moi j'étais acheteur tout au long de l'après-midi, j'ai coupé donc en perte. Alors euro-yen on s'est bien retourné. Les acheteurs reviennent assez franchement, c'est plutôt encourageant. Un contrat de radio militaire de 200 €, ok, l'essentiel de l'écho du 17 avril 2012. Alors, donc au quotidien, retrouvez ici l'essentiel de l'info économique et financière de la journée, actualisée en temps réel. Les brèves sont classées par ordre chronologique, des plus récentes aux plus anciennes. Dernière nouvelle à 15h47, donc le FMI, un peu plus optimiste pour la croissance mondiale. Le Fonds monétaire international relève sa prévision de croissance à 3,5% pour cette année contre 3,3% précédemment. Il est notamment sur une récession moins forte que prévu en zone euro, mais il ajoute que cette amélioration est très fragile et que les risques majeurs restent la crise de la dette et la flambée des prix du pétrole. Le FMI appelle par ailleurs les pays occidentaux à prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à leurs problèmes économiques. Goldman Sachs dépasse les attentes. Le bénéfice net de la banque américaine a plus que doublé au premier trimestre à 2 milliards de dollars. C'est mieux prévu aussi pour Coca-Cola, dont les profits sont en hausse de 8%. Walmart place ses pions dans le numérique. Le géant américain de la distribution, de plus en plus concurrencé par les sites de e-commerce, vient de nommer à son conseil d'administration Marissa Mayer, l'un des pontes de Google. Un recrutement stratégique. FedEx sur le point de racheter une société française. Le groupe américain a annoncé mardi être actuellement en discussion avec Tatex, une entreprise de messagerie express. Bruxelles monte au créneau dans le dossier Respol. Ça on s'en fiche. On s'en fiche. Section en discussion. La BCE confirme l'entrée de la récession en Espagne. C'est officiel, la Banque Centrale Européenne a indiqué mardi que l'Espagne était en récession au premier trimestre. Le PIB espagnol a bien reculé début 2012. L'Espagne emprunte un peu plus de 3 milliards d'euros sur les marchés. Madrid a procédé mardi matin à une émission obligataire sur des échéances courtes de 12 à 18 mois. La demande a été forte, mais ses taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés que la fois précédente. Nouveau test prévu pour jeudi avec des titres de dette à échéance 2 ans et 10 ans. Donc voilà, donc l'Allemagne le joue en hausse pour la 5e mois d'affilée. C'est ce qui avait tiré à la hausse les marchés ce matin. Alors que là sur l'euro-yen on se reprend de manière plutôt importante. Également cas sur l'euro-dollar, sur lequel on reste dans le canal baissier intraday. On a clairement cassé à la baisse la vague par les 3000 obliques exponentielles. On a rallié le support oblique baissier et là on revient chercher la résistance oblique baissière. Alors 16h19, je ne vais pas rester sans 7 ans sur le marché. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc, je vais prendre le bénéfice sur euro-yen. C'est pas des gros bénéfices. Et USD-CAD, pour le moment, je suis perdant. Mais l'un dans l'autre, entre euro-yen et USD-CAD, c'est plutôt positif. Donc, je vais prendre ça. Enfin, c'est positif même. Ce qui ramène la perte du jour à 6,15 €, ce qui est vraiment tout à fait acceptable. C'est moins de 0,3% par rapport au capital. Deux positions à l'achat ouvertes sur l'or. Donc, il y a quand même une belle pression. Donc, ça me semblerait cohérent d'en fermer une. Laisser qu'un micro lot.
Surtout qu'on a quand même une belle pression vendeuse. C'est ce que je vais faire. Voilà. Ok. Donc, il me reste plus que mon micro lot à l'achat sur l'or. Donc, même configuration que hier ou les jours précédents. Avec une paire de 30 €. Une entrée à 1181,62 $ l'once. On est actuellement à 1141, donc 40 $ de différence, ce qui n'est pas énorme. Hein. Si on a une vraie journée haussière, ça peut être très vite rattrapé. Et une perte totale de 7,42 € sur la journée. Donc, pourquoi je fais une triple position? Parce que comme vous l'entendez sans doute, je suis malade et que... Bon, j'ai tradé, je suis content. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma journée. J'ai tenté mon nom sur l'eurodoll. Je l'ai joué de manière cohérente. Je ne regrette pas du tout d'être sorti quand je suis sorti. Maintenant, si je repars sur des positions, ça va encore enchaîner. Et donc ça demande encore plusieurs heures de travail. Et j'avoue ne pas être motivé pour plusieurs heures de travail là. Donc bah, j'espère que demain je serai en meilleure forme et qu'on reprendra ça. Alors on va faire le point sur ce qu'on va attendre demain. Au niveau des nouvelles d'ordre fondamental. Macroéconomique. Donc cet après-midi, on aura... Ah pardon, demain, on aura, alors que là à 17 h il y aura Obama qui va parler, hein, donc dans 40 minutes, il faudra quand même surveiller ça du point de l'œil. Même si c'est pas majeur, ça peut avoir un impact s'il y a quelque chose de particulier qui est dit. Demain, à 16h30, Relative économique canadienne, on aura un rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada. Autrement, on aura les demandes d'hypothèque MBR, Relative économique américaine, à 13 h. 16h30, on aura les inventaires du pétrole US et les stocks d'essence. Le matin, on aura des nouvelles relatives économie européenne, avec notamment l'index des prix domestiques espagnol, les comptes courants. Et on surveillera surtout à 10h30, relative économie britannique, pardon, le taux de chômage et le procès verbal de la réunion, donc relative à l'économie britannique. Donc sur le câble, ça pourra bouger demain, je surveillerai ça attentivement et je prendrai éventuellement des positions. Donc le S&P part à la hausse, disait Windows, on va jeter un coup d'œil aux marchés actions qui sont très bien orientés. Avec un CAC qui est sur ses plus hauts de la journée là, donc les actifs AS qui sont quand même en forme cet après-midi. Des marchés US qui sont vraiment en grande forme, donc belle hausse. Ici on a le DAX, belle hausse également, et le Dow Jones. Donc du côté des marchés actions, la hausse est précisément de 1,85% pour le CAC 40. Et ce qui est le plus notable, c'est les bancaires qui se reprennent énormément, alors que hier elles avaient dégringolé. Donc un marché instable et en proie au doute, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Avec hier BNP et Société Générale qui avaient perdu, je sais pas, 3 ou 4% et qui reprennent aujourd'hui 5,33 et 5,76% respectivement. Par rapport à Wall Street, donc qui ouvre en hausse, rassuré par l'émission obligataire espagnole. Pourtant l'Espagne emprunte à des taux élevés. Donc la bourse de New York a ouvert en hausse mardi, rassurée par une émission obligataire globalement satisfaisante en Espagne et par des résultats d'entreprises encourageants aux États-Unis. Le FMI inquiet de voir les économies occidentales à la traîne. Le Fonds monétaire international s'est inquiété mardi de voir les économies occidentales à la traîne par rapport au reste du monde, particulièrement l'Europe, qui menace toujours, selon lui, de faire rechuter la croissance de la planète. Dans son rapport semestriel sur l'économie mondiale, le FMI a relevé sa prévision de croissance pour 2012 à 3,5% contre 3,3% en janvier. Cela restait moins qu'en 2011. Voilà ce qu'on avait. Quand les marchés actions sont vraiment boostés et surmotivés, je ne sais pas exactement par quoi. Statistiques mitigées sur l'immobilier aux US. On avait vu, on l'avait suivi ensemble à la publication de ces statistiques. Le FMI un peu plus optimiste pour la France, mais la croissance resterait molle. Voilà. Donc ça on avait vu. Bah, moi je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bon trade. Ouais voilà, ouais, c'est incroyable hein, LOL. Hein, c'est ce que je te dis. C'est un marché qui est quand même sans repère. Tant que les indices US sont chauds, bouillants, faut pas faire les bières l'après-midi. J'ai pas fait vendeur moi l'après-midi. J'étais acheteur. Maintenant on a invalidé mon scénario en cassant une zone de support sur Eurodoll. Donc je suis sorti sans regret. Là, en l'occurrence, sont les acheteurs qui reviennent. Peut-être que je vais me tromper, mais après, voilà, à un moment, il faut prendre ses responsabilités et savoir sortir. J'avais un signal technique de sortie, donc j'ai coupé mes positions. Sinon, j'étais sur un biais haussier, notamment pour suivre la grosse englobante haussière d'hier, hein, pour te répondre, Karine. Toi, donc, tu as des positions acheteuses, si je crois, sur euro-dollar. Est-ce que tu as d'autres choses d'ouvertes, Karine? D'accord, ouais, donc tu dis que tu viens de sortir short
à 1,3145, sorti à 31,10. Eurodoll semblait corrélé à l'or, mais c'est faux, disait Bébé. Alors en ce moment, l'or est assez dur à cerner. Hein, tout le monde sait que ça reste une valeur refuge. En ce moment, elle se corrèle aux actifs à risque. Donc c'est vraiment dur de se repérer là encore. Donc on n'a pas un marché clair. C'est plus simple quand on a un marché clair, comme c'était le cas en 2008 quand on a eu la crise. Là, on a actifs à risque, valeur refuge. En ce moment, c'est beaucoup moins clair que ça. Maintenant, il faut savoir s'adapter. Hein. Les marchés sont les marchés, c'est à nous adapter et pas l'inverse. Ok, donc Karim qui est flat également. Ok, bon, bah moi je vous souhaite une bonne soirée à tous. Il me reste 0,01 à l'eau sur l'or à l'achat. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les résultats et l'évolution de mon compte à tout moment. De mon compte réel qui s'élève actuellement à 2006,20 € de balance et 1974,41 € d'équité. En camp sur le bandeau gris suivi des résultats au-dessus du cas de diffusion de l'émission ou dans la partie stratégie trading suivi des résultats dans le menu en haut. Bonne soirée à tous, bon trade et à bientôt. Sur videobourse.fr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Vous avez tous les liens au-dessus du logo ou en haut à gauche du site.